Bonjour, je suis Léonore et aujourd'hui je vais traverser les siècles pour te raconter l'histoire de l'Afrique du Sud. Un endroit où empire, commerce, résistance et espoir ont décidé de partager le même morceau de terre. Bien avant qu'un cartographe européen ne dessine ce pays sur une carte, des peuples africains vivaient déjà, depuis des millénaires, à l'extrême sud du continent. Des communautés avaient appris à vivre avec la terre, le climat et les animaux, bien avant qu'un explorateur arrive en prétendant avoir découvert quelque chose. Les Khoisan, chasseurs, pasteurs et fins observateurs de la nature, connaissaient chaque vent et chaque sentier avec une précision que peu de navigateurs européens auraient pu égaler. Plusieurs siècles plus tard, des peuples bantous commencèrent à s'installer dans différentes régions du territoire. Ils apportèrent l'agriculture, la métallurgie et des réseaux commerciaux reliant de nombreuses communautés à travers le continent. L'Afrique australe possédait donc déjà histoire, culture et économie, bien avant qu'un drapeau étranger n'apparaisse. Pendant longtemps, la région resta en dehors des routes maritimes européennes, jusqu'au jour où les navigateurs portugais décidèrent de chercher un passage vers l'Asie. En 1488, le navigateur portugais Bartolomeu Dias atteignit l'extrémité sud de l'Afrique. Après avoir affronté de violentes tempêtes, il contourna ce qui fut plus tard appelé le Cap de Bonne-Espérance. Un nom étonnamment optimiste pour un endroit qui manqua presque de détruire toute sa flotte. Pour les Européens, cette route ouvrait l'accès direct au commerce asiatique. Pour les populations locales, cela signifiait surtout de nouveaux visiteurs et de nouveaux intérêts. Pendant plus d'un siècle, les navires européens ne firent que s'arrêter dans la région pour se ravitailler en eau et en nourriture. C'était une pause pratique entre l'Europe et l'Asie. Mais l'histoire montre souvent que les haltes pratiques finissent parfois par devenir permanentes. En 1652, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales décida d'organiser cette escale. Elle installa un poste de ravitaillement au Cap de Bonne-Espérance. Oui, en pratique, c'était le début d'une colonie. Peu à peu, des colons européens commencèrent à s'installer dans la région. Des fermiers néerlandais, appelés plus tard boers, étendirent leurs exploitations vers l'intérieur des terres. Cette expansion créa évidemment des tensions avec les communautés qui vivaient déjà là depuis des générations. Beaucoup de ces colons cherchaient aussi davantage d'autonomie face au pouvoir colonial. Certains boers chargèrent donc leurs chariots, leurs familles et leurs animaux, puis partirent vers l'intérieur du continent. Ce mouvement devint connu sous le nom de Grand Trek et commença dans les années 1830. Des centaines de familles quittèrent la colonie du Cap et parcoururent des milliers de kilomètres en chariots tirés par des bœufs. C'était un mélange assez particulier de quête de liberté, d'espoir de nouvelles terres et d'une bonne dose de courage. De ces voyages naquirent plusieurs petites républiques indépendantes, comme l'État libre d'Orange et la République du Transvaal. Mais l'intérieur de l'Afrique du Sud était loin d'être vide. Des peuples organisés y vivaient déjà, avec leur territoire et leur structure politique bien établies. Comme dans beaucoup d'histoires d'expansion territoriale, les rencontres entre sociétés différentes ne se déroulaient pas toujours calmement. Au XIXe siècle, les rivalités autour de la terre, du commerce et du pouvoir commencèrent à marquer la région. Royaumes africains, communautés locales et colons européens disputaient désormais leur influence. Puis survint quelque chose qui transforme presque toujours une région très rapidement, la découverte de ressources naturelles précieuses. En 1867, des diamants furent trouvés près de Kimberley. La nouvelle fit rapidement le tour du monde. En peu de temps, des milliers de personnes arrivèrent dans la région, attirées par la promesse d'une fortune rapide. Des villes surgirent presque du jour au lendemain, et ce qui était autrefois un endroit tranquille devint soudain un centre économique international. Quelques années plus tard, une découverte encore plus spectaculaire eut lieu, de l'or dans la région du Witwatersrand. Soudain, l'Afrique du Sud devint l'un des endroits les plus convoités de la planète pour investisseurs, aventuriers et bien sûr, empires intéressés par le contrôle des richesses. La croissance économique intensifia les rivalités politiques entre l'Empire britannique et les républiques boers. Les deux convoitaient les régions riches en minerais, ce qui conduisit inévitablement à des conflits armés.
À la fin du XIXe siècle, ces tensions culminèrent dans les guerres des Boers, opposant l'Empire britannique aux colons Boers. Ces conflits, motivés par le contrôle du territoire et des ressources, laissèrent des traces profondes dans l'histoire de la région. Au début du XXe siècle, après des années de combats et de négociations, les anciennes républiques Boers et les colonies britanniques furent réunies. En 1910 naquit l'Union sud-africaine, sous domination britannique. Le nouveau gouvernement commença à organiser le pays selon des structures inspirées des modèles européens. Mais l'accès au pouvoir politique restait extrêmement limité. Certaines voix participaient aux décisions nationales, tandis que beaucoup d'autres étaient soigneusement tenues à l'écart. En 1913 fut adoptée la loi sur les terres indigènes. Cette législation déterminait où une grande partie de la population pouvait vivre et posséder des terres. Pour certains, une simple mesure administrative. Avec le temps, ces politiques finirent par créer un système de séparation sociale et territoriale de plus en plus structuré. L'économie du pays continuait de croître, notamment grâce à l'exploitation minière et à l'agriculture, mais les opportunités n'étaient clairement pas les mêmes pour tous. En 1948, un nouveau gouvernement arriva au pouvoir avec un projet politique précis, formaliser et étendre ce système. C'est ainsi qu'apparut l'apartheid, un mot signifiant simplement « séparation ». L'apartheid mit en place des lois déterminant où les gens pouvaient vivre, travailler ou étudier. Le système était complexe, bureaucratique et soigneusement organisé. Un exemple frappant de la manière dont des politiques peuvent transformer profondément la vie de millions de personnes. Naturellement, beaucoup refusèrent d'accepter ce système en silence. Des mouvements sociaux, des leaders politiques et diverses organisations commencèrent à contester ces règles, dont le Congrès national africain. Pendant des décennies, manifestations, campagnes politiques et protestations tentèrent de transformer ce système. Plusieurs de ces mouvements furent confrontés à une répression étatique sévère. Malgré cela, la résistance continua de croître à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Parmi les figures les plus connues se trouvait Nelson Mandela. Avocat et militant politique, il devint l'une des voix les plus fortes contre l'apartheid, ce qui lui valut de longues années de prison. Même avec des leaders emprisonnés et des mouvements limités, le débat sur l'avenir du pays continua de grandir. Dans le même temps, la pression internationale augmentait, alors que gouvernements et organisations critiquaient ouvertement le système sud-africain. À la fin des années 1980, la situation devenait difficile à ignorer. Protestations internes, sanctions économiques et tensions croissantes. Le pays faisait face à une question devenue inévitable: maintenir ce système ou changer enfin de direction. En 1990, un événement longtemps jugé improbable se produisit. Nelson Mandela fut libéré après 27 années de prison. Sa libération marqua le début d'un processus de négociation qui, quelques années plus tôt, semblait presque impossible. Des discussions entre le gouvernement et les leaders politiques commencèrent à redessiner l'avenir du pays. Le processus ne fut ni simple ni rapide. Changer des décennies de lois et de méfiance exige parfois quelque chose de rare en politique: la patience. Durant ces années de transition, l'Afrique du Sud connut tensions, débats intenses et nombreuses incertitudes. Malgré tout, le pays avançait lentement vers un nouveau modèle politique fondé sur la participation démocratique. En 1994 eurent lieu les premières élections nationales ouvertes à une grande partie de la population. Des millions de personnes votèrent pour la première fois. Les longues files devant les bureaux de vote devinrent une image historique observée dans le monde entier. Nelson Mandela fut élu président de l'Afrique du Sud. Son élection marqua le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du pays, un moment où la politique commença enfin à refléter la diversité réelle de la société sud-africaine. Depuis, le pays continue de faire face à des défis sociaux, économiques et politiques. Mais son histoire rappelle aussi quelque chose d'assez curieux. Certains systèmes semblent éternels, jusqu'au jour où ils cessent soudain de l'être. En parcourant cette histoire, j'ai vu tout un pays apprendre que le temps peut finir par renverser même les systèmes les plus rigides.
Le passé cache encore de nombreuses histoires curieuses et surprenantes. Si tu veux continuer à voyager dans le temps avec moi, reste par ici.